C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, épisode 1. Votre balado Vino. Salut! Bienvenue dans le balado C'est à boire qu'il nous faut, le balado qui vous fait découvrir le monde des boissons alcoolisées et vous donne envie de faire voyager vos papilles gustatives. Moi, c'est Émilie Sénécal, votre animatrice, et je suis accompagnée, comme toujours, de la sommelière Charlotte Ariel-Richard. Bonjour Charlotte. Bonjour. On est déjà rendu à la saison 3. C'est incroyable. C'est incroyable, en effet. On est content d'être ici pour une 3e saison où on va se plonger dans le monde du vin. Et là, Charlotte, on est vraiment dans tes cordes. Oui, vraiment. Parce que le vin, là, c'est vraiment ma passion. C'est vraiment le truc que je connais le mieux. Là, donc, j'ai tellement hâte d'en parler. Et moi, j'ai très hâte de t'entendre aussi là-dessus. Au cours de la saison, on va donc apprendre à déguster le vin, on va apprendre à distinguer différents cépages, on va en apprendre plus sur comment on fabrique le vin. Bref, là, il va y en avoir pour tous les goûts et pour tous les prix. Alors, on peut commencer tout de suite notre premier épisode. Pourquoi boire du vin? Et pour répondre à la question, on va commencer par un petit historique sur le vin. Ensuite, on va se questionner sur la place du vin dans nos vies. Et on va terminer par des petits trucs et astuces pour commencer à boire du vin. C'est parti! Boire du vin, ça date pas d'hier. Il y a quelques années, en Géorgie, des archéologues ont trouvé des traces de vin dans des jarres datant d'environ 8000 ans avant notre ère. Est-ce qu'on sait, Charlotte, comment est-ce que tout ça a commencé? Qui a été le premier gaucho de la Terre, finalement? Mais ça, personne ne le sait. Là. C'est vraiment difficile de se dire si c'était Pierre-Jean-Jacques ou Pierre-Jean qui a été le premier gossou de la Terre. Mais la fermentation existait déjà avant même qu'on commence à faire du vin. La fermentation, on l'avait découverte avec la bière ou l'hydromel, qui étaient des boissons beaucoup plus vieilles que le vin. Et puis, à l'époque néolithique, c'est le début de l'agriculture. Là, il y a eu donc une transition de la vigne sauvage vers la vigne cultivée. Mais la vigne, au départ, n'était pas forcément utilisée pour faire du vin en tant que tel. On pouvait utiliser on l'utilisait surtout pour le fruit, en fait, pour manger le raisin en lui-même. Et puis, éventuellement, là, on en a fait du jus fermenté. Et puis, en fait, comme tu l'as dit, la culture de la vigne était destinée à la fabrication du vin. Prend probablement racine, là, c'est ça, au Proche-Orient, en Géorgie. Et puis, a descendu tranquillement le croissant fertile, donc la Jordanie, l'Égypte, qui était pour les pharaons. Le vin était quelque chose, et la bière aussi, des must-have là, pour aller dans l'au-delà. Donc, on mettait des barriques, pas des barriques, excusez-moi, des genres, oui, exactement, dans les tombes des pharaons pour qu'il y en ait assez dans l'au-delà. Wow. Et puis, c'est ça. Alors là, je pense qu'on pourrait peut-être dire que Curieux Bégin est un pharaon. Peut-être. Alors, tout ça pour dire que la culture de la vigne, la consommation de vin s'est répandue autour de la mer Méditerranée. Oui, exactement. Donc, tranquillement, il y a les Phéniciens qui étaient les ancêtres des Iraniens qui ont tranquillement amené la vigne en Grèce, en Espagne, etc. Puis les Romains ont amené la technologie, propre. Technique. La technique, oui, c'est ça qui était propre à l'Antiquité. Là, on n'est pas encore dans les cuves autorégulées, etc. Mais donc, les Romains aussi, avec leur conquête, ont tranquillement amené la vigne partout en Europe. Et puis, c'est comme ça qu'on a vu, c'est ça, la vigne rentrer dans le territoire européen. Et pourquoi les gens de l'époque buvaient du vin, en fait? Bien, en fait, tout ça vient d'un phénomène social et culturel. Là. On buvait du vin, en somme toute, pour 3 raisons. Donc, il y avait d'abord l'état d'ivresse, là, qui est quand même quelque chose d'important. La forte symbolique sociale aussi, et aussi pour des questions de salubrité. OK. Et parce que, tout d'abord, dans l'Antiquité, chez les Grecs, là, les banquets étaient des événements sociaux très importants. On pouvait étaler son érudition, son pouvoir, sa richesse. Tu sais, c'était des soirées là, très, très, très arrosées. Là. C'était plutôt, party. c'est ça. C'était plutôt comme vraiment un bon signe quand l'ivresse
collective montait, là. On ne buvait pas le vin pur, naturellement. On buvait avec quelques épices. Des fois, on mettait la résine la résine de pain, là, du pain d'Alep, qui existe encore aujourd'hui. C'est une tradition grecque, un vin qu'on appelle la rétina, qui remonte, c'est ça, justement, de l'Antiquité. Donc, quelque chose de... c'est ça, une tradition comme ça. Et puis, mais j'en ai une bonne pour toi, là. Est-ce que l'expression « in viti veritas », ça te dit quelque chose? In viti veritas, dans le vin, la vérité, c'est ça? Ton latin est excellent, Émilie. Et puis, en fait, in viti veritas serait né dans un des banquets grecs, justement. Oh, wow. Donc, parce que plus tu es sous, ben, plus tu parles franchement. Hein? Ben oui, mais tellement. Oh là là, hey, je me souviens, j'avais une amie à l'université, aussitôt qu'elle avait bu un petit peu trop, là, c'était les grandes déclarations d'amour. Oh mon Dieu, gang, je vous aime tellement, là. Puis, mais ça me semblait tellement venir du fond du cœur parce que ben, quand elle n'était pas en état d'ébriété, en fait, elle n'avait pas tendance à parler de ses émotions, donc ça nous surprenait toujours. En tout cas, mais oui, ça peut vraiment délier les langues, l'alcool, mais des fois, c'est pas toujours glorieux. Mais poursuivons, alors, on parlait des banquets grecs. Et oui, c'est vrai que les banquets grecs, ça se passait comme ça, mais il y avait un peu la même tradition chez les Romains aussi. Même qu'il y avait des fêtes pour le dieu du vin Bacchus qui finissaient en orgie, là, rien de moins. Et puis, ces fêtes-là, on les appelait les bacchanales en l'honneur du dieu Bacchus. Mais bref, le vin, là, c'était un liant social et ce l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. Et ça permettait par le passé de faire valoir son rang social, mais aujourd'hui, ça permet l'ouverture du dialogue. On sait que quand il y a une bouteille de vin sur la table, ben ça délie les langues. Hein? Mais une autre raison pour laquelle on buvait du vin, c'était parce que l'eau était parfois polluée ou un vecteur de transmission de maladies. Alors, l'alcool était 10 fois plus sécuritaire. Même qu'au Moyen Âge, là, le vin était aussi utilisé en médecine. J'ai lu quelque part, en fait, qu'on en donnait à des enfants comme anti-diarrhée. Donc, sinon, on l'utilisait en cuisine et surtout, on le donnait aux invités parce que c'était très important d'être un hôte exemplaire et de jamais manquer de vin. Ah, merde, Charlotte. T'es chez moi puis je t'ai même pas offert de vin. Émilie, franchement. Ah! Je suis la pire. Mais c'est pas grave, on ira... Ben oui, je t'en donnerai tout à l'heure. On va se mettre pompette tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Si j'ai bien compris, tout le monde buvait du vin, là, même les enfants. Donc, c'était pas juste une affaire de riches. Tout le monde buvait du vin. Même que c'était les nobles et les bourgeois qui en buvaient, disons, de meilleure qualité, plus cher. Reste que tout le monde en buvait pour se garantir une santé. Et au Moyen Âge, l'évêque de chaque ville était le vigneron de la place, là, en fait. Le vin du clergé était surtout utilisé pour la messe. On le vendait aussi à la noblesse. Ce qui était aussi des fois utilisé pour des ventes de charité. Là. En France, par exemple, on voit le mouvement des hospices de Beaune, qui est des barriques des meilleurs vins de la Bourgogne, en fait, qui sont vendus pour la charité. Là. Tous les profits vont à des œuvres caritatives. Donc, ça, c'est une tradition qui date d'il y a très longtemps. Là. Les hospices de Beaune ont été créés au 15e siècle. Donc, ça existe encore aujourd'hui? Ça existe encore aujourd'hui. Le même objectif là, à donner à des œuvres caritatives. Okay. Et puis, tranquillement, la boisson a gagné en popularité. La population a grandi aussi. Alors, cette nouvelle demande-là a fait en sorte qu'il y a eu de plus en plus de vignerons indépendants. C'est sûr qu'on voit des abbayes comme les cisterciens, par exemple, qui tiennent beaucoup de vignobles, qui ont aidé la viticulture en Europe à gagner en popularité. Là. Donc, les cisterciens ont créé des abbayes un peu partout en Europe et implantaient des vignes aussi à ces endroits-là. Et puis, il y avait de plus en plus de monarques aussi, des ducs, des comtes qui se mettaient à cultiver la vigne à leur château. Par exemple, la région de Bordeaux compte des centaines et des centaines de châteaux qui appartenaient à des ducs et des comtes là, qui avaient des vignes. Et comme on le fait aujourd'hui, j'imagine qu'à l'époque, on pouvait aussi boire du vin chez soi ou dans les tavernes, les auberges. Ça oui, Émilie, selon l'INRAP, l'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive, il y avait environ 4000 tavernes à Paris au début du 15e siècle, t'imagines? Ouais. C'est beaucoup. Puis l'histoire des tavernes remonte à bien plus longtemps que ça. À Pompéi,
on a là où il y a le Vésuve, là, proche de Naples, on a trouvé une rue là, où il y avait 8 tavernes, l'une à côté de l'autre, et au bout de la rue, le bain public. Les termes, peux-tu croire? Donc, tu vas au spa, puis après, hop, tu passes par le bar, un petit coup par-ci. Puis, mais il me semble que c'est pas tellement recommandé de boire de l'alcool dans un spa ou après le spa. Ça amplifie l'effet, là, c'est génial. Génial. OK. Quoi qu'il en soit, moi, j'avais pas remarqué à quel point fabriquer du vin puis boire du vin en bonne compagnie, c'est vraiment ancré dans notre culture. On fait ça depuis des milliers d'années. C'est assez fou quand on y pense. Alors, on vient de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on consomme du vin dans la société en général. Mais toi, Charlotte, pourquoi est-ce que tu bois du vin? Ben, j'aime le vin là, parce que le vin représente le goût. Pour moi, là, c'est une boisson qui est vraiment complexe puis qui amène tout plein de possibilités aromatiques et gustatives. Le vin, ça inspire la nourriture, la bonne chair. Il inspire par sa complexité. On pourrait aussi le comparer à la bière ou encore au café, au thé, etc. Mais le vin, là, par sa complexité suprême, là, Émilie, là, qui est, selon moi, en fait, la boisson la plus complexe de toutes, là, il amène une méditation sur le goût lui-même. On pourrait même pousser jusqu'à dire que dans notre société moderne et pressée, prendre le temps là, de boire un verre de vin, là, de s'attarder à ses arômes, son acidité, ses tanins, etc. C'est comme une façon là, de méditer, d'apprécier ce que la terre nous offre de plus expressif. Arrête de regarder avec ces yeux-là. C'est vrai! Je sais que c'est poétique, mais c'est ma philosophie. Qu'est-ce que tu veux? Hey, toi, t'es dû pour passer à Curieux VG, hein? Et là 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 là. Puis c'est moi, il y a un petit côté snob au vin. On en a parlé tout à l'heure, que le bon vin coûtait cher, puis c'était surtout consommé par les aristocrates. Mais selon mon expérience personnelle, d'un côté de ma famille, c'était plutôt ouvrier, donc disons qu'il était plutôt dry gin que Châteauneuf-du-Pape. Alors que d'un autre côté de ma famille, ben, c'était plutôt des intellectuels. Alors le vin avait une grande place à table, on en parlait, on y goûtait, on parlait des bouteilles qu'on avait achetées dans le mois dernier. Finalement, est-ce que c'est snob de boire du vin? Ben, c'est pas obligé d'être snob, le vin, hein? On va commencer par ça. Mais c'est clair qu'il y a un certain snobisme qui s'est créé dans les dernières années pour plusieurs raisons. Mais pour moi, je pense que, selon moi, en fait, c'est vraiment une question de prix et d'accessibilité. Dans les 50 dernières années, d'abord, le vin a vu son secteur économique se transformer. On a vu la création des appellations d'origine contrôlée. Donc, les appellations, dans le fond, c'est ce qui régit les vignobles. Et puis, en fait, cette création-là a fait en sorte que il y a certaines appellations qui sont devenues plus populaires que d'autres. Il y a eu des appellations aussi qui ont créé des mentions grand cru et premier cru. Ça fait en sorte que ça permet en fait aux vignerons des fois d'augmenter leur prix de manière faramineuse parce qu'il y avait des parcelles qui avaient été nommées grand cru. Et puis donc ça tout d'abord, ça a fait augmenter les prix. Donc c'est pas tout le monde qui peut en fait se permettre d'acheter ce genre de bouteilles-là. Après ça aussi, le goût du vin, les gens ont vu leur goût aussi se transformer. Là, on est passé dans les années 50 du Baby Doc, Blau Power, puis du vin en vrac, là, des vins... Du Baby Doc? une sorte de vin en vrac qui était fait à base de raisin Concorde, là, qui paraît qu'il était vraiment pas très bon. Puis, dans le fond, on est passé de ça à boire des vins un peu plus raffinés. Et puis, avec l'importation de ces vins-là un peu plus raffinés, bien, c'est sûr que le prix a augmenté. Puis là, maintenant, avec un prix moyen de la bouteille à 18-20 $, bien, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Donc, c'est sûr que là, ben, au Québec, surtout, ben, la bière a pris son rôle un peu de boisson démocratisée parce qu'elle est beaucoup plus accessible monétairement parlant. Et puis, puis, en fait, la bière aussi est fabriquée et consommée sur place. Donc, ça rend la chose beaucoup plus accessible. Et ben, c'est ça. Puis finalement, ben, il y a beaucoup de snobisme qui s'est créé dans les dernières années à cause des modes, là, des favoritismes de certaines appellations. Puis ça, ben, ça a donné la possibilité aux vignerons d'augmenter leur prix. Ouais, mais ce qui fait sentir ce côté snob, finalement, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des gens qui se la jouent fin connaisseurs, qui font la bouche fine ou qui vont juger aussi les gens qui n'aiment pas le vin, disons,
un peu moins sophistiqués ou qui jugent ceux qui n'aiment pas le vin, tout simplement. Oui. Puis quand je disais qu'en fait, ça n'avait pas besoin d'être snob, le vin, là, c'est qu'au final, c'est ça, ce snobisme-là vient de justement les gens qui pensent qu'il y a des petits vins, quand au final, chaque vin appartient au goût de soi. Tu sais, au final, on n'a pas besoin de s'identifier à une appellation en particulier, là, parce que c'est correct là, si on aime juste le rosé. Tu sais, je veux dire, il y a pas de... le vin n'a pas besoin d'être snob. C'est un jus qui est fermenté. Donc, c'est tout. C'est simplement ça. Puis toi, Charlotte, comment tu as commencé à aimer le vin? As-tu commencé par du rosé? Non, pas tout à fait. Mais en fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai vraiment un net souvenir là, de ma première fois. En fait, j'ai goûté le vin pour la première fois quand j'avais 8 ans. Puis, oui, t'avais une diarrhée? Non, non, j'avais pas de diarrhée, mais on était en fait, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, dans l'appartement de l'ami de mon père. Et puis, donc, on était là sur la terrasse, puis on soupait, puis mes parents, en fait, ils buvaient du vin, puis ils m'ont dit « Est-ce que tu veux goûter, Charlotte? » Puis là, j'avais dit « OK, pourquoi pas? » Tu sais, mais là, dans le fond, il y avait mis beaucoup plus d'eau dans mon vin que je buvais du vin en tant que tel. Mais... Puis sur le coup, je pense que j'ai fait un peu ma fière. Là. J'ai dit comme, ah oui, j'aime ça, tout ça. Mais en même temps, tranquillement, c'est une grande histoire d'amour là, qui s'est créée. Puis donc, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, ben, une fois de temps en temps, les dimanches, pendant les fêtes, etc., ben, j'avais le droit de boire un verre de vin. Mais en fait... Mon coup de cœur, là, quand j'ai vraiment commencé à aimer le vin, je pense pour vrai, ça a été quand je suis allée en France pour la première fois avec ma famille. Puis on était allé à Avignon visiter le Palais des Papes. Puis, puis c'est ça. Puis à la fin du parcours, parce que c'est un grand musée, le Palais des Papes, et puis après, à la fin complètement, il y avait dans la boutique une dégustation qui permettait de goûter les vins de Châteauneuf-du-Pape. Oh, Châteauneuf-du-Pape, d'accord. Et ouais, grande appellation française. La première appellation française d'ailleurs en 1934. 36, pardonnez-moi. Ça m'a frappé. En fait, il y avait un sommelier qui était là qui parlait du terroir de Châteauneuf-du-Pape et j'étais subjuguée, j'étais accrochée à ses paroles. Donc, c'est vraiment un coup de cœur. Là. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je prenne des cours sur le vin. C'est fascinant. Ouais. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Oh. Hey, moi, à 15 ans, j'écoutais du Avril Lavigne puis je pleurais dans ma chambre. Mais toi, Émilie, comment t'as commencé ta relation avec le vin? Moi? Ben dans ma famille, sérieusement, là, je pense que ma mère avait une carte Inspire en 1998. Une partie du sol, c'était une petite cave à vin. Donc, ma mère avait même un fichier Excel dans lequel je pense qu'elle répertoriait ses bouteilles. Puis une fois, j'étais vraiment frustrée. Puis j'ai voulu foutre le bordel dans son fichier Excel. Mais finalement, je l'ai pas fait parce que je me sentais trop mal, mais c'était quand même une terrible idée. Mais bref, le vin, ça fait partie des traditions familiales chez nous. À chaque Noël, mes parents me laissaient goûter des vins différents quand j'étais adolescente. Puis peut-être que c'est comme ça, sans m'en rendre compte, que j'ai développé mon goût, comme on dit. Mais j'ai vraiment pas la même expérience que toi, là. Moi, j'ai dû passer par la Smirnoff Ice pour me rendre au vin, là. Je reviens de très loin. Et toi, en tant que goûteuse de vin professionnelle, t'as été témoin finalement de l'évolution de ta capacité à goûter. Alors, comment est-ce que tu décrirais ton expérience? Bien, c'est sûr que plus on goûte, en fait, plus on se pratique, puis plus notre goût, il se développe. Ça devient de plus en plus facile de déceler certains types d'arômes. Après ça, d'identifier des cépages, des régions, etc. Donc, t'es meilleure qu'il y a 5 ans? Je suis meilleure qu'il y a 5 ans, puis je suis plus poche que demain. Ouais, plus on goûte, puis plus... c'est ça. Dès qu'on commence à déguster avec conscience, là, que ce soit le vin ou n'importe quoi, notre goût, il change. Moi, j'avais ma prof à l'ITHQ, en fait, qui disait « Maintenant, tout ce qui passe par votre bouche, vous allez l'analyser, que ce soit de l'eau, du jus, n'importe quoi. » Donc, ça doit être quelque chose. Qu'à chaque fois qu'il y avait un liquide qui rentrait dans notre bouche, il fallait se gargariser avec puis essayer de déceler les arômes. Maintenant, la roche là, dans l'eau, là, je la goûte. Là, c'est, ouais.
Donc, pour ceux et celles qui commencent à explorer le monde du vin, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour développer son sens du goût? Il faut vraiment rentrer dans le vin, là, vraiment comme prendre conscience des arômes. Moi, le truc que je pourrais vous donner, en fait, c'est de prendre votre vin préféré, par exemple, puis vraiment de l'analyser, là, puis recommencer encore une fois, de prendre le temps là, de gargariser dans votre bouche, de sentir, c'est ça, là, de prendre conscience de ce qui se passe dans votre verre. Puis on vous fait jusqu'à poser votre nouvel apprentissage de votre vin préféré à d'autres cépages, d'autres types de vins, etc. Et puis vous allez vous rendre compte à quel point la mémoire olfactive, là, c'est un pouvoir évocateur de souvenirs assez impressionnant. Parce qu'il ne faut pas se gêner, en fait, pour dire, par exemple, « Ah, ce vin-là, il sent, par exemple, la tarte aux pommes de ma grand-mère. Puis après ça, là, vous allez juste prendre les composantes de la tarte aux pommes de votre grand-mère, là, par exemple. Votre tarte aux pommes de la grand-mère, ben, il y avait du beurre, de la cannelle, des pommes cuites, etc. Donc, de juste prendre conscience de ces arômes-là, après ça, de les mettre chacun l'un à côté de l'autre, ben, vous allez avoir un assez bon profil, en fait, du vin qui est devant vous. Mais si quelqu'un a plus de difficultés à apprécier le goût du vin, surtout le rouge, souvent qui est un petit peu plus corsé, un petit peu plus relevé, quel truc est-ce qu'on pourrait donner à cette personne pour lui permettre d'apprivoiser les arômes? Bien, tout d'abord, il faut tenter de comprendre ce qui nous fait grimacer. Si c'est l'alcool, si c'est les tanins. Les tanins, c'est la sensation d'assèchement qu'on a en bouche. Donc, quand vous mangez, par exemple, une cuillère de beurre de peanut, là, puis vous avez Ça fait... Oui, c'est ça, exact. Bien, ça, en fait, c'est ça, les tanins. Mais écoutez notre épisode de Dégustation 101 pour comprendre tout ça. Donc, c'est ça. Mais pour continuer, comme dans toute chose, là, il faut vraiment y aller graduellement. Dans les enfants, là, par exemple, dans les différents pays viticoles, on les habitue assez jeunes à goûter le vin, là, en mettant de l'eau dans leur vin, etc. Mais sinon, personne ne vous oblige à aimer le vin rouge, par exemple, ou le vin orange, ou le vin blanc, ou le vin rosé. Il faut vraiment s'écouter dans nos goûts, comprendre qu'est-ce qu'on aime. Et puis, vous pouvez commencer, par exemple, avec un blanc sucré. Là, si vous avez une bouche un peu plus... vous avez une dent sucrée, là, commencez par un blanc sucré juste pour vous habituer à l'alcool, etc. Puis après ça, ben, allez vers quelque chose d'un peu plus acide. Si vous n'aimez pas le goût du rouge, ben, peut-être commencer avec le rosé, qui est finalement... il va aborder des arômes un peu plus délicats, etc. Puis si, par exemple, c'est l'alcool qui vous fait grimacer, bien, peut-être servir le vin un peu plus froid, ça nous permet aussi de nous habituer au goût de l'alcool parce que ça diminue la perception d'alcool. Et vous pouvez même mettre de la glace sur le bord de la piscine, par exemple, dans votre rosé, là. J'ai ici une citation très pertinente de Martha Stewart qui a un jour dit qu'elle aimait boire son rosé avec de la glace. Alors, c'est vrai. Si Martha l'approuve, ben, c'est que c'est bon. C'est ça! C'est ça. En fait, l'histoire là, avec la glace dans le rosé, là, c'est sûr que quand vous commencez à boire du vin, par exemple, vous n'allez pas forcément vous acheter des grands crus ou des vins qui... Des vins à 50 $. C'est ça. Tu sais, peut-être commencer, si vous n'aimez pas trop le vin, de vous habituer avec des vins peut-être un peu moins dispendieux, des vins qui sont plutôt représentatifs de leur appellation, des vins un peu plus classiques. Et puis, de diluer un peu le vin, de le rafraîchir avec un glaçon. La différence entre mettre de l'eau dans son vin ou un glaçon, ça revient un peu à la même chose au final. Et pourquoi pas ajouter un soupçon de sirop de fruits, comme le sirop de cassis? Ben oui, c'est sirop de cassis et vin blanc. Prenez un bourgogne aligoté, par exemple, avec un kir. Ça fait un cocktail avec, excusez-moi, un bourgogne aligoté avec un sirop de cassis. Ça vous fait un kir, donc qui est un cocktail classique bourguignon. Okay. Puis tant qu'à mélanger des fruits, ben, on peut aussi faire de la sangria, tant qu'à faire, c'est ça. Donc, c'est sûr que ces tactiques-là, là, ça dénature le vin, là, on s'entend, mais l'idée, c'est de vraiment... En fait, l'idée, c'est de mettre de moins en moins d'additifs pour s'habituer au goût du vin. Donc, au début, vous avez la sangria, puis à la fin, quand vous êtes habitué au goût du vin, ben vous avez le vin pur. Mais par-dessus tout, là, Émilie, là, tu sais ce qui est vraiment important? Non. L'additif qu'il faut mettre, là, je m'excuse, je suis un peu quétaine, là, mais le plus important, là, c'est d'associer le vin au bonheur. Parce que
Veux-tu nous écrire un livre là-dessus? Non. Mais le but, là, c'est d'amener le vin à une expérience positive. Parce que si on force quelqu'un à boire du vin, là, puis qui aime pas ça, puis qui en veut pas, ben c'est sûr qu'on va pas l'influencer de manière positive à boire du vin. Ah ben non. Parce que le vin, là, c'est le plaisir, puis la personne qui aime pas ça peut se sentir stressée, brusquée, puis là, ça casse tout le feu. Et là 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 là. Donc, si on résume, pour s'habituer au goût du vin ou pour le boire autrement aussi, si on veut essayer autre chose, on peut couper le vin avec du sirop de fruits, avec de l'eau, du jus. On peut le préparer plus froid. On peut utiliser de la glace. Et le tout, ben, dans le plaisir et la modération. Car la modération a bien meilleur goût. Merci Charlotte pour ces petits trucs pour mieux apprécier le vin. C'est déjà la fin de l'épisode, mais avant de vous laisser, on aimerait vous proposer de répondre à une question quiz sur la culture de la vigne au Québec. Alors attention, ouvrez bien vos oreilles. Combien y a-t-il de vignobles au Québec? Et la réponse à la question vous sera révélée à la fin du prochain épisode, alors manquez pas ça. Si vous avez des questions pour Charlotte, des commentaires ou des propositions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou par courriel. Merci tout le monde, à bientôt et bonne dégustation. Ciao! Oh! Attention, 3, 2... Alors, si on veut faire comme toi, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour développer son goût du vin? La pratique! Oh! La Ok. pratique, Émilie. OK. Faut rentrer dans le vin là, comme un petit tank. Là. Wow! Non, c'est pas vrai. Mais la pratique, oui, par contre. C'est ce que je pense. Ça n'a pas de bon sens. On reprend. C'était trop, c'était comme trop. Tu peux aller comme à moitié. OK? Ah, OK. Donc, les enfants en France, par exemple, on les habitue assez jeunes à goûter le vin en les mettant dans... En les mettant... en les mettant dans... OK, pardon. Ah, je commence à fatiguer. OK.